Bonjour monsieur. Bonjour Pam, vous allez bien aujourd'hui? Oui, bon. Très bien. En fait, Euh, j'avais quelques questions concernant du coup le compromis de vente pour mon achat de studio à Nanterre. ouais. J'aimerais bien savoir c'est quoi un compromis de vente exactement. Alors un compromis de vente, c'est un enclenchement d'acquisition. C'est comme des fiançailles. Vous allez vous fiancer par un compromis de vente. Et ensuite, vous allez vous marier par un acte authentique. Et il y a un délai de 3 mois entre le compromis de vente et l'acte authentique. Donc un compromis de vente, c'est un enclenchement d'une vente, mais ce n'est pas encore la vente. On va tout vérifier de A à Z grâce au notaire et toutes les informations utiles et obligatoires vous seront fournies. Je voulais savoir aussi qu'est-ce qu'un mandataire. Un mandataire, c'est l'intermédiaire entre le vendeur et l'acquéreur. Ça permet de faire des négociations. Et le négociateur immobilier est mandataire. Il signe un mandat. Un mandat lui donne l'autorisation de négocier pour lui son bien qui lui appartient, mais la, le service de la vente est réalisé par un mandataire qui est en général une agence immobilière, dont votre serviteur Christophe Erzina, agence Net Décision à Nanterre. Et j'aimerais bien savoir aussi concernant du coup le compromis de vente, est-ce que bien préciser les détails des vendeurs et du coup et de l'acquéreur, donc moi, sur le papier et notamment ce qu'on a convenu. Oui, tout est indiqué sur le compromis de vente par écrit. On indique votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre nationalité, si vous êtes marié, divorcé, pacsé, si vous êtes veuf. On indique tout cela. On indique même votre adresse mail parce que souvent on fait des lettres électroniques maintenant, on vous envoie des recommandés électroniques. Donc tout ça est indiqué sur le compromis de vente, l'avant-contrat. Euh, et ça vous est envoyé par recommandé. Oui, tout est indiqué. D'accord. Et est-ce qu'il y a une, enfin, est-ce que on précise aussi des informations sur le bien, sur la situation, les désignations. Oui, c'est obligatoire. La désignation est obligatoire. On vous indique la désignation selon le titre de propriété. Et si elle a été modifiée, on indique la désignation actuelle. Comme ça, il y a une corrélation entre la réalité d'avant et celle d'aujourd'hui. Souvent, les titres de propriété, les gens achètent il y a 10, 15, 20 ans, ils ont modifié leur agencement. Il peut y avoir qu'une chambre au lieu de deux. Donc, tout est indiqué. D'accord. Et en fait, je me suis un peu renseignée justement sur le compromis de vente et j'ai vu qu'on parle souvent des déclarations du vendeur. J'aimerais bien savoir un peu en quoi ça consiste et du coup de me donner plus de détails. Alors, la déclaration du vendeur, il indique tous les éléments concernant son bien, à savoir le montant de la taxe foncière, le montant de ses charges, euh, plein d'autres documents comme la situation de l'immeuble s'il y a des ravalements à prévoir. Donc, il indique toute une série de documents très utiles, comme le questionnaire prêt à dater, il doit le fournir. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais c'est une obligation de vous indiquer, on vous indique une photo de l'état de l'immeuble en fait, selon les copropriétaires qui ont payé ou pas leurs charges. D'accord. Et du coup, on parle souvent on parle aussi des servitudes de l'urbanisme. Et justement, je voulais savoir un peu en quoi ça consistait. Alors, les servitudes de l'urbanisme sont obligatoires, elles sont vérifiées par le notaire. Ça consiste à savoir va y avoir un élargissement de la rue sur votre immeuble, sur le bien que vous achetez, s'il y a un alignement par exemple, qui mettrait en péril votre bien et qui vous empêcherait d'acheter. Le notaire va vérifier tout ça. Si entre-temps, il y a eu un projet par la mairie pour faire, par exemple, un stade de France à la place du bien que vous allez acheter, on annule la vente à cause de ces servitudes d'urbanisme. Et en fait, c'est quoi la situation hypothécaire? J'ai pas compris. Ça consiste en quoi la situation hypothécaire? Ah, la situation hypothécaire, c'est le notaire va vérifier si votre propriétaire a bien payé son crédit et s'il a bien levé l'hypothèque.
pour que le bien soit vierge d'hypothèque. Un bien doit être vierge d'hypothèque. Une hypothèque, souvent, les banquiers qui prêtent de l'argent aux acquéreurs mettent une hypothèque sur le bien, à savoir si l'acquéreur ne paye pas son crédit, ils se saisissent du bien. Donc, quoi qu'il arrive, le notaire va vérifier, il va faire une levée d'hypothèque et souvent, le vendeur va être obligé de rembourser un petit peu d'argent pour lever cette hypothèque, même s'il a toujours remboursé ses crédits en temps et en heure. Alors, il y a des crédits qui font sans hypothèque, c'est des cautions logement, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, parfois même, il y a des gens qui hypothèquent leurs biens pour faire une société. Donc là, il va tout vérifier cela. Et justement, parce que je sais que du coup, le vendeur loue souvent, et j'ai remarqué qu'on parle aussi d'état locatif. Oui, on indique l'état locatif parce que le locataire a un droit de préemption sur l'acquéreur. Donc, si le bien avait été vendu vide de locataire, mais que le locataire n'avait pas été averti de la vente, le locataire aurait un droit de préemption. Le notaire serait obligé de lui écrire un courrier, même à la signature de la promesse de vente ou du compromis, pour lui dire qu'il a un droit de préemption sur l'acquisition. Alors, si le précédent occupant était un locataire, souvent ils envoient une lettre de résiliation de bail et d'état des lieux de sortie qui veut partir. Donc, on se sert de cette lettre pour montrer au notaire que le locataire n'a aucun droit de préemption. Donc, on doit vérifier l'état locatif, s'il est bien vide et s'il y a bien eu une lettre de congé donnée et en temps et en heure pour pas justement que le locataire préempte à la place de vous, de l'acquéreur. Ok, ça marche. Et aussi, en fait, je voulais savoir si on a des informations sur la situation de l'immeuble, notamment en lien avec la réglementation. Donc, j'ai entendu parler de l'amiante et j'aimerais bien avoir plus de détails dessus. Oui, effectivement, on va vérifier tous les diagnostics. Le premier, il est très important, c'est l'amiante. Alors l'amiante, ça paraît dangereux comme ça, mais en fait, c'est que souvent les conduits de cheminée sont en fibrociment. Ils n'ont aucune incidence sur la santé humaine puisqu'ils sont à l'extérieur de l'immeuble. Ce sont des conduits. Les box sont en fibrociment. Ce sont des matières qui n'ont aucun danger sur l'être humain. Par contre, si vous les enlevez, il faut prendre des précautions et il faut les mettre dans des endroits spécialisés. Alors, l'amiante est dangereuse que s'il y a des fibres et qu'on peut les respirer. Mais dans les immeubles, en général, l'amiante, même s'il y en a, ce sont que des conduits de cheminée ou parfois, j'en ai vu dans le sol, des cols en amiante. Pareil, ce n'est pas dangereux, on l'indique, c'est juste une indication. Juste par précaution. Une indication et une sinon, le précaution. saturnisme, ça consiste en quoi? Le saturnisme, c'est le plomb. C'est la peinture au plomb. Avant, on peignait avec de la peinture pour isoler tous les ferrailles, les métaux et même les murs avant 48. Et ces peintures, quand elles se dégradent, elles ont un goût sucré que les petits-enfants mangent dans les immeubles insalubres. Et ça a permis de faire une loi pour toute la France pour indiquer s'il y a de la peinture au plomb très dangereuse pour le sang, ça détériore la santé des enfants. Mais en règle générale, ça n'a aucune incidence. Ils ont un appareil, ils traversent les murs, les diagnostiqueurs, et ils indiquent qu'il y a de la peinture au plomb, mais ce n'est pas dangereux tant que cette peinture n'est pas accessible. D'accord, en fait, c'est pas comme la lutte contre les termites. La lutte contre les termites, s'il y a des termites, vous ne pouvez pas acheter, c'est très dangereux, votre immeuble va s'écrouler d'une manière ou d'une autre. Donc c'est presque une clause suspensive. Le diagnostiqueur vient avec des écouteurs comme le mien et il écoute si ça gratte ou pas dans les poutres. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on achète un terrain pour bâtir une maison, le diagnostic des termites est obligatoire, même qu'il n'y a aucune construction. Et le diagnostiqueur est obligé d'indiquer que dans le sol, il n'y a pas de termites pour pouvoir construire une maison. Vraiment, c'est le diagnostic le plus important, c'est le diagnostic des termites, effectivement. D'accord. Et sinon, pour tout ce qui est en lien avec les risques technologiques, ils seront aussi précisés?
Alors, il y a eu une fois à Toulouse une explosion d'une entreprise qui a explosé dans la zone industrielle et qui a fait beaucoup, beaucoup de morts. Depuis, toutes les mairies ont une obligation d'indiquer les zones technologiques dans les environs du bien qu'ils achètent. Alors, c'est souvent dans les zones industrielles. À Nanterre, nous avons un boil over. Ça consiste à garder des cuves de pétrole, des réserves de pétrole. Alors, on l'indique. Alors, les mairies ont fait ça pour en fait, se déresponsabiliser. En fait, s'il y avait une grande explosion et que tout le monde explosait d'un coup, eh ben, la mairie dirait, on vous l'a indiqué, on n'y peut rien. C'est la vie de l'industrie qui fait ça. Voilà. Donc, les risques technologiques, il faut les regarder. Mais en fait, elles ne vous empêchent pas d'acheter, elles vous indiquent les problèmes des zones industrielles. Et, Parfois, excusez-moi, aussi il y a les tremblements de terre, si c'est dans une zone sismique ou pas. Donc, s'il peut y avoir des volcans, toutes tous les risques technologiques et naturels qui existeraient à côté de votre habitation. d'accord. Et pour tout ce qui est la performance énergétique. Alors, c'est un diagnostic qui s'appelle le DPE, diagnostic de performance énergétique. Comme quand vous achetez un frigo à Darty, vous avez des lettres A, B, C, D, E, F, et ça vous indique votre consommation de gaz ou d'électricité, votre énergie, et ça vous indique aussi si vous polluez. Donc, pour l'instant, ce sont des diagnostics d'information, mais qui n'ont aucune incidence parce que chacun consomme à sa façon, à sa manière. Si vous avez 4 enfants ou si vous êtes célibataire, vous ne consommez pas de la même manière alors que vous habitez pratiquement dans le même appartement. Donc, c'est juste pour une indication. Et sinon, tout ce qui est l'installation électrique et du gaz. Très important. Le gaz, on vous indique si les tuyaux sont aux normes, s'ils ne sont pas périmés, les tuyaux flexibles, si les robinets sont OK ou pas. Euh, Ensuite, l'électricité, c'est très important d'avoir la terre, la mise à la terre dans l'immeuble ou dans son bien. C'est pour les courts-circuits, ça permet de pas mourir en fait. Donc, ce diagnostic électricité est très important pour cela et aussi pour la mise en conformité des fusibles. Il faudrait qu'il y ait toujours un coupe fusible qui permette de couper toute l'installation aux normes, un 32 mm, et puis que les milliampères, et puis que les installations soient détaillées et séparées. Alors, si ce n'est pas le cas, le diagnostic va vous les indiquer et ils vont vous dire qu'il faut le mettre aux normes, mais c'est pour l'instant qu'une indication, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. D'accord. Et pour la situation de l'immeuble face à la copropriété, justement, je me posais la question, c'est quoi l'apurement des charges à la copropriété? Le jour de la vente, l'acte authentique, donc dans 3 mois après le compromis de vente, le notaire vous indiquera l'état exact des charges et il fera un apurement des charges avec le propriétaire qui vous vend et vous. Et vous payerez un prorata de charges à rembourser ou pas. S'il a payé un trimestre en avance et que vous rentrez le 15 du mois, il va épurer les charges. Et aussi, s'il y avait des travaux prévus dans l'immeuble et qu'il y a des charges pour les travaux, il va vous faire un prorata pour vous les rembourser. Et donc, tout ça, c'est fait dans une manière très réglementée qui s'appelle le pré-état daté et qui va vous indiquer tous les montants de charges à payer dans l'immeuble et tous celles qui ont été payées, tous les gens qui ne payent pas leurs charges. Et pour les travaux, justement, relatifs aux parties communes, ce sera un peu le même fonctionnement. Alors, si on signe aujourd'hui la promesse de vente, il y a 3 mois qui se passent et si entre les 3 mois, il y a une réunion de copropriété qui vous invite à voter pour un ravalement, c'est le propriétaire qui doit vous envoyer une lettre avec un pouvoir pour que vous le représentez et que vous votez à sa place. Et à ce moment-là, les travaux seront à votre charge. Par contre, s'il oublie de vous envoyer cette lettre, les travaux seront à sa charge à lui. Alors, Ah, en fonction des dates, parce que parfois, ça peut tomber pile poil le jour du compromis de vente. Donc, en fonction de ces dates, on saura si les travaux seront à votre charge ou à la charge du vendeur. d'accord.
Et justement, en fait, parce que j'ai vu qu'on parle beaucoup d'idées de jouissance, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations là-dessus. Le délai de jouissance, c'est ça? Oui, Alors, dès la jouissance, on met une date provisoire de 3 mois entre aujourd'hui, la signature de la promesse de vente ou du compromis de vente, à l'acte authentique, et on met une date 3 mois plus tard, mais ça peut varier, ça peut être une semaine, 15 jours d'écart, ça n'a aucune incidence. Euh, le notaire doit vérifier tellement de documents que souvent il y a un petit décalage. Et pourquoi il y a 3 mois de délai? Parce que bah, vous, en tant qu'acquéreur, vous avez déjà au moins 60 jours pour obtenir un crédit, ça prend du temps. Mais en parallèle, le notaire va vérifier s'il n'y a pas de carrière, s'il n'y a pas de problème d'urbanisme. Et tous ces documents, ils mettent beaucoup de temps pour revenir. Et le document le plus important dans une vente vis-à-vis de la mairie, c'est le droit de préemption. On appelle ça la DIA. Donc, ce document, si la maire ne répond pas, il est d'office accepté comme quoi la mairie ne préempte pas. Nous sommes dans une ville communiste qui s'appelle la mairie de Nanterre. Elle a un droit de renforcer de préemption. C'est quoi? C'est qu'elle peut acheter même un parking, un box, une cave. Tous les biens doivent lui être présentés. Mais en ce moment, la mairie ne préempte pas parce qu'elle a beaucoup de projets pour faire le Grand Paris et elle n'est pas dans les capacités de financer les préemptions. Par contre, elle a l'obligation de préempter les immeubles insalubres ou qui ont un objectif de, de faire des logements sociaux. Donc là, ils peuvent préempter malgré tout. Alors, vous, votre bien, il est dans une rue pavillonnaire, il n'y a aucun risque. À 99,9%, il ne sera pas préempté. d'accord. Bah, c'est bien. Et sinon, pour les conditions, j'imagine que c'est un peu écrit, genre pour la jouissance, pour la servitude. J'aimerais bien juste avoir un peu plus de détails. Je n'ai pas compris parce que ça a coupé. Ah, en fait, je me suis dit que pour les questions, les conditions pour la jouissance et les servitudes, j'aimerais bien avoir un peu plus de détails dessus. Bah, on en a parlé, les servitudes, s'il y a une servitude extraordinaire sur l'immeuble, vous achetez pas. S'il y a un voisin qui doit rentrer chez vous pour prendre sa douche, vous achetez pas. S'il y a une servitude d'élargissement de la route, vous achetez pas. Donc, c'est des servitudes très importantes qui grèvent le bien, donc on pourra pas les. Et il faut aussi que je sois assurée, c'est ça? Oui, le jour de l'acte authentique, il faut absolument assurer votre bien parce que si jamais il brûle au moment que vous signez, vous devez rembourser à la banque l'argent qu'on vous a prêté pour ça. Donc le bien doit être assuré le jour de l'acte authentique, pas avant. D'accord. Et j'avais une question aussi, bon, c'est plus au cas où. C'est concernant les conditions suspensives au financement de l'achat du coup, face aux emprunts immobiliers. J'aimerais bien avoir un peu plus de détails dessus. Alors, les conditions suspensives de crédit, c'est toujours les mêmes. Vous avez 60 jours environ pour obtenir un crédit. Vous devez indiquer le montant de votre salaire pour rassurer le propriétaire que vous respectez la règle des 33%. Vous devez lui indiquer sur quelle période vous allez acheter ce crédit, c'est-à-dire si vous faites un crédit sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, et le taux moyen que vous allez emprunter. Car si vous avez un refus de crédit qui, qui est vraiment d'une manière illégale et qui dépasse ce que vous avez dit, le propriétaire est en droit de ne pas vous rendre votre séquestre. Par contre, si vous avez un refus de crédit qui reste dans le cadre de ce que vous avez indiqué, ben, le propriétaire doit vous rendre votre séquestre. D'accord. Et en fait, parce que j'ai vu qu'on parle souvent d'interdiction par le vendeur. Du coup, j'aimerais bien avoir un peu plus de détails dessus. Le vendeur doit vous vendre qu'à vous et pas à une autre personne. On l'indique d'une manière systématique parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils ont signé une promesse de vente ou un compromis, ils peuvent le remettre en vente à quelqu'un d'autre. Donc, Ah oui, d'accord. donc, on est obligé de le marquer. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est la surface. Quand on achète un bien, il doit avoir une surface loi Carrez. Et cette loi Carrez, elle est prise par un laser, un monsieur qui prend un laser, qui est un diagnostiqueur et qui vous mesure tout l'appartement. Et il certifie une surface.
Par contre, vous avez 1 an pour remesurer l'appartement et dire qu'il s'est trompé. S'il s'est trompé, le propriétaire doit vous rembourser à hauteur du prorata des mètres carrés qui dépasserait 5% d'erreur. Et à ce moment-là, le propriétaire se retournerait contre le diagnostiqueur qui ferait intervenir son assurance pour vous rembourser les mètres carrés. En règle générale, il n'y a pas trop d'erreurs, mais si jamais il y avait plus que 5% et que vous voudriez pas, que vous voudriez qu'on vous rembourse votre appartement, on pourrait le faire. C'est une règle. Alors, dernière chose pour la loi Carrez, les propriétaires pensent que c'est obligatoire de faire intervenir un diagnostiqueur. Non, c'est pas obligatoire. Vous pouvez indiquer vous-même la surface loi Carrez. Vous pouvez mesurer vous-même l'appartement parce que à la finale, c'est toujours vous le responsable de la surface et pas le diagnostiqueur. C'est le propriétaire qui est responsable de sa surface. Et dernier chapitre pour la loi Carrez, elle concerne que les biens en copropriété, mais les biens en toute propriété, il n'y a aucune obligation d'indiquer la surface. Aucune, pour l'instant. C'est dommage. Par exemple, une maison, on peut dire la surface qu'on veut et ça n'a aucune incidence. Mais il est préférable d'être honnête et de dire la surface au moins utile. Alors, c'est quoi la surface utile? C'est la surface qu'on prend rectangulaire de largeur par longueur et on oublie les cloisons à l'intérieur et on dit voilà la surface utile. Pour une maison, c'est comme ça que les propriétaires font. D'accord. Et en fait, je voulais savoir aussi en quoi ça consiste la clause pénale. Alors, la clause pénale, c'est quand vous allez verser un montant de séquestre. Si vous désistez, vous perdrez 10% du bien que vous avez immobilisé. D'accord. Et en fait, j'entends souvent parler de la loi solidarité rendement urbain. Et je n'ai pas trop compris ça consiste. Alors, la loi, c'est la loi SRU. Dans notre cas, pour nous, c'est que vous avez un délai de rétractation de 10 jours. On vous fournit tous les documents qu'on vous fait signer aujourd'hui ou demain ou après-demain. Et à partir du moment où vous avez tous les documents de A à Z, mais tous, vous pouvez avoir votre délai votre compte à rebours de réflexion démarre 10 jours de suite. Voilà. Et sinon, en fait, je voulais juste savoir concernant le versement de l'acquéreur pour le séquestre. Le versement du séquestre, ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé. L'usage veut que l'acquéreur verse 5% pour immobiliser le bien de son vendeur, mais il peut être que de 1 euro symbolique, il peut être de 0 euros, il peut être de 20%. Alors, pourquoi? Parce que le vendeur, lui, il a le droit de plus vendre et de rester fermé avec vous. Et si vous changez d'avis, il va perdre du temps et de l'argent. Donc, il va vous réclamer 10% sur le séquestre que vous avez déjà versé. Si vous avez versé 5%, il faut continuer, il faudra lui reverser 5% de plus. Par contre, le notaire va dire, si tout va bien, votre séquestre, maintenant, c'est plus une indemnité d'immobilisation, ça devient une avance sur le prix de vente. Il va vous le déduire et vous payerez un peu moins cher à l'acquisition. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, parce que maintenant, c'est beaucoup plus clair pour moi. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Okay. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.